Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Au Passage des Artistes avec Jazzia. يوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب بالمكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك احتني وداني وسعني وقلي حبيبك ما تنساه زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في ظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا حلفت ما نزيد نسال على لي جرني والهين اللي بكات حالة تسامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون اللي ناويني يا رياح وانتي نغني اسمعوا من الحبيب ويعرف حوالي Vous écoutez Radio Soleil. Fanny Marceau est une voix que l'on connaît bien dans le paysage médiatique journalistique depuis une quinzaine d'années. Un parcours solide, construit entre rigueur journalistique, un sens du terrain, mais derrière la journaliste, il y a aussi une histoire intime, profonde, longtemps restée silencieuse. Avec son livre Moi Jenny, pupille de la Nation, son premier livre publié chez Fayard, sorti le 22 avril dernier, mon invitée franchit une étape décisive. Elle y raconte le destin de sa maman, Jenny, placée très jeune en Martinique comme pupille de la Nation. Une enfance marquée non pas par la protection promise, mais par les violences, les humiliations et les abus. Ce récit à la fois bouleversant et nécessaire met en lumière une réalité encore trop peu visible, celle des enfants placés entre défaillances du système et silence imposé. À travers ce livre, elle ne livre pas seulement une histoire personnelle, elle ouvre un espace de parole,
interroge nos institutions et donne une voix à celles qu'on n'entend pas. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Soleil, vous êtes au Passage des Artistes. Bienvenue Fanny Marceau. Merci beaucoup. Bonjour Jazia. Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour une balade, on va dire une balade littéraire. Bienvenue à vous. Alors à quel moment la journaliste a laissé place à l'autrice ou à l'auteur, je ne sais pas ce qu'il faut dire d'ailleurs. Les deux me conviennent. Je crois qu'elles ont toujours cohabité. Oui. Je crois qu'il n'y a pas une seule vie dans la vie et qu'il n'y a pas une seule personne dans chacun de nous, qu'on a tous alors pas plusieurs personnalités, mais plusieurs rêves, plusieurs approches, plusieurs lectures du monde. Mm-hmm. Et moi, je lis le monde à travers les mots. Et les mots, ça peut se dire à l'antenne d'une radio, ça peut s'écrire et ça peut se chanter. Et les mots, je les aime sous toutes les coutures, donc elles ont toujours cohabité. Alors, est-ce que vous avez hésité avant de transformer cette histoire familiale en livre ? Pas une seconde, parce que c'est une promesse que j'ai faite à ma mère il y a une 30aine d'années, quand j'ai commencé à écrire. Oui. Dès que j'ai su tenir un crayon, elle m'a dit « Un jour, tu écriras mon histoire ». Et je l'ai pris vraiment comme une demande solennelle, une promesse, un engagement. Je lui ai promis que je le ferais. Et j'ai mis le temps parce que 30 ans, c'est pas court, mais je l'ai fait. Je suis arrivée au bout et j'en suis pas peu fière parce que ça m'a demandé du temps, mais aussi beaucoup de travail. Il a fallu atteindre une maturité particulière avant de se lancer, avant de réussir à avoir la forme qui me paraissait correcte. J'ai fait plusieurs essais. Et je suis contente d'avoir trouvé cette forme-là d'un récit à deux voix qui me convient et surtout qui convient à ma mère et qui l'a déjà soulagée. Alors, ma question est peut-être idiote, mais vous avez mis combien de temps pour écrire cette histoire ? Parce que il fallait peaufiner, il fallait peut-être la donner également à la livrer à nouveau à votre maman pour qu'elle valide. On met combien de temps pour écrire une histoire familiale comme la vôtre ? Cette version-là, elle m'a pris 10 ans. J'avais écrit une première version quand j'avais 18 ans. C'est là que j'ai pris la mesure, en lisant à ma mère mes premières phrases, j'ai pris la mesure véritablement de ce qu'elle me demandait. Je me rendais pas compte, j'avais un peu l'impression que elle m'a décrit d'écrire son histoire, j'écris, puis voilà. Et c'est quand je lui ai lu la première fois mes premières lignes et que j'ai vu sa réaction bouleversée, que j'ai compris qu'en vérité, c'était pas juste raconter une histoire. C'est pas l'histoire qu'on invente au coucher des enfants avec des monstres et des dragons. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et j'avais pas seulement une mission de raconter une histoire, je devais essayer de la sortir d'un traumatisme. C'était beaucoup plus vaste que simplement écrire. Donc la version que j'ai faite là, que j'ai publiée là, elle a commencé il y a 10 ans. J'avais au début écrit à la première personne. Et puis finalement, je trouvais ça un peu fade. Ouais. J'ai croisé de la route de personnes qui m'ont dit « Non mais c'est pas terrible ce que t'as fait. » Et ils avaient raison. J'étais pas non plus hyper convaincue. Certaines choses étaient bonnes à garder. J'ai pas tout jeté. Et en fait, j'ai repris l'écriture il y a 3 ans en me disant ça y est, je sais comment je vais faire. Et donc là, je suis partie sur un récit à deux voix. Je l'ai écrit assez vite, en vérité, une fois que j'avais trouvé la bonne manière, ce qui me semblait être la bonne manière. Ça m'a pris quelques mois. Je m'étais mis en tête de participer à un concours littéraire avec ce texte. Ça m'a boosté quelque part. Ouais. Donc, une fois que j'avais en tête la deadline du concours, il fallait que je rentre dans les clous. Ouais. Et donc, je suis allée au bout et j'ai pu livrer au concours à temps. Bon, je savais que mon texte n'était pas assez long pour rentrer dans les critères, mais c'est pas grave. Et quelques mois après, j'ai pu envoyer le texte à plusieurs maisons d'édition. Et Fayard a été réceptif à mon texte et m'a proposé de l'éditer. Donc voilà, c'était une belle épopée. Je les ai rencontrés l'année dernière. On a mis 1 an pour le finaliser avec les réécritures, la correction, etc. Et le voilà. Qui s'est occupé de la correction ? Ce sont des gens de votre famille qui se sont relayés pour Alors, il y avait la famille, il y avait les amis. Chaque fois que j'écrivais un chapitre, puisque mon temps était assez court, puisque je voulais à tout prix participer à ce concours, chaque fois que j'écrivais un chapitre, je l'envoyais à tout le monde. Donc à ma mère, à ma sœur, à mon père. Donc ma mère validait surtout l'aspect véritable du fait que ça corresponde à ses souvenirs. Ma sœur était plutôt sur les
l'émotion et de ce que j'avais écrit. Mon père était plutôt sur l'aspect syntaxique. Et puis, j'avais des amis et mon fiancé qui, eux, relisaient. Alors, ils sont plus dans l'aspect littéraire des choses. J'ai une amie qui, elle, m'a corrigé tous les espaces entre les points et les points d'interrogation et les points virgules. C'était extrêmement laborieux, je la remercie beaucoup. Et mon compagnon, lui, vraiment, il pinaillait sur un mot. T'as utilisé ce mot-là, t'es sûr que c'est le bon mot? Et c'est ce travail-là d'être entouré, c'est extrêmement important quand on est artiste. C'est ce travail-là qui m'a permis, moi aussi, d'aller plus loin. Et puis ensuite, il y a eu mon éditrice après, qui m'a fait des suggestions de réécriture ou de correction, plus pour ajouter des choses que pour transformer des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé ou que j'avais pas vu. Quand vous avez la tête dans le guidon, vous ne percutez pas. Et finalement, on en est là. Je vais vous lire, on va se balader à travers les pages, bien évidemment. Et je souhaitais avoir votre avis sur quelque chose que j'ai lu et qui m'a touchée d'abord en tant que lectrice, mais également en tant que maman et fille également. Ma fille était une rose que j'avais à cœur de préserver, mais une rose sous cloche ne serait jamais libre. Pour savourer la chaleur de la brise d'été, elle devait aussi être confrontée à la pluie, à la grêle et aux orages. Oui, c'était important de le signifier parce qu'il y a toute une réflexion sur ce que nous apporte le fait de savoir, sur ce que nous apporte le fait d'être confronté au monde. Ma mère a traversé une enfance difficile. Elle a été malmenée, elle a été vraiment, elle a beaucoup souffert. Et du coup, par réflexe, parce que c'est une maman et parce qu'elle avait souffert, elle voulait me protéger de ce que le monde pouvait avoir de plus laid. Ouais. Et sauf qu'elle a... Et donc, du coup, dès le départ, dans son témoignage, dans ce qu'elle me racontait de son enfance, elle n'osait pas me dire les choses. Mais petit à petit, elle s'est rendue compte qu'il fallait aussi que je sois prête à affronter le monde. Que si elle me protégeait de trop, en grandissant, je ne comprendrais pas pourquoi le monde est si méchant alors que mon cocon était si doux. Ouais. Je ne serais pas prête à voler de mes propres ailes. C'est aussi ça la parentalité, c'est préparer ses enfants à ce qu'ils quittent le nid. Et quand ils vont quitter le nid, forcément, ils vont se retrouver confrontés à des éléments qui ne sont pas tendres avec eux. C'est vrai, il faut aussi apprendre à gérer certaines choses que la famille ne nous a pas... C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses que votre maman vous a confiées, que vous n'avez pas voulu écrire dans le livre ? Non, j'ai essayé de tout dire. Alors, j'ai essayé de dire des choses avec plus ou moins d'élégance. Il y a des mots crus que j'ai tenté de ne pas trop employer parce que pour moi aussi, c'était bouleversant. Mais... la plupart de ces anecdotes sont comme des flashs dans sa tête, avec parfois certaines altérations. Il y a des moments où elle va s'en souvenir d'une manière et puis parfois d'une autre, avec un détail qui va peut-être varier, mais moi je vais l'enregistrer parce que moi j'écoute et j'enregistre ce qu'elle me dit dans ma tête. Donc parfois il y a eu des variations dans ce qu'elle me disait. Après, ce sont des souvenirs, c'est difficile de faire face à ces souvenirs et quand ça fait si longtemps, ça fait près de 60 ans, c'est difficile de les faire aussi clair que le jour où ils sont arrivés. Bien sûr. Mais j'ai essayé au maximum de retranscrire tout ce qu'elle m'avait donné. D'ailleurs, entre le moment où j'ai trouvé un éditeur et la fin des corrections, j'ai rajouté des chapitres parce qu'il y a des choses qui lui sont revenues pendant que je faisais mes corrections. Ouais. Je dis, mais tu m'as pas dit ça ? Donc j'ai rajouté des chapitres qui n'y étaient pas au départ. Par exemple, le chapitre sur Noël est arrivé très tard. Voilà, je parlais pas au début de mon arrière-grand-père et puis ça lui est revenu de parler de mon arrière-grand-père et de m'apporter des anecdotes que je n'avais pas et donc que j'ai rajoutées par la suite. Donc j'ai essayé de tout dire parce que ce livre il est pas fait pour moi. C'est pas une indiscrétion, c'est pas une vue sur mon intimité. C'est un sauvetage. C'est une thérapie pour elle. Ouais. Donc comme c'est son livre, comme c'est pour elle. Il fallait que son histoire soit dedans de manière aussi exhaustive que possible. Moi, Jenny, Jenny, pupille de la Nation, a commencé à quel moment ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ma mère, de votre maman et de votre histoire à toutes les deux ? Comment les choses ont commencé ? Ma mère arrive dans une famille d'accueil il y a 2 ans. Ouais.
on lui dit qu'elle sera pupille de la nation. Le terme exact, c'est pupille de l'État, parce qu'il y a une distinction avec les pupilles de la nation, qui sont les enfants de personnes tuées à la guerre ou au cours d'attaques terroristes. Mais quand elle est petite, on lui dit pupille de la nation. Et c'est le terme qui est resté. Et moi, je l'ai gardé aussi parce qu'il y a ce côté du fait que la nation tout entière, le peuple tout entier, le monde entier, nous tous, personne n'a rien fait pour la sauver, alors qu'elle était la pupille de tout le monde. Finalement, ces enfants-là sont nos pupilles à tous. C'est notre regard sur l'avenir, c'est la génération qui suit, c'est important. Donc ma mère arrive à 2 ans dans cette famille d'accueil, qui est une famille terrible. C'est surtout une femme, plus qu'une famille au départ. C'est une femme qui a une fille. Sa fille, heureusement qu'elle est là, parce qu'elle sauve ma mère et ses frères et sœurs de temps en temps. Ma mère arrive donc dans cette famille d'accueil parce que sa mère à elle est malade, et qu'elle ne peut plus s'en occuper, que la famille n'est pas disponible, ne peut pas prendre les enfants en charge, et donc ils sont placés en attendant dans la ville voisine, chez cette femme qui est une tortionnaire abominable, qui est sans cœur et sans âme, qui est une femme aveuglée par je ne sais quelle haine qui a peut-être été engendrée par un passé difficile, mais ça je ne le saurai jamais, et qui vit avec un homme qui lui-même est un homme vicieux, qui très vite se laisse embarquer par son propre désir des enfants qui sont dans sa maison, et qui n'a vraiment aucune pitié pour ces fillettes qui se laissent aller à des activités pédophiles, et ça ne lui pose aucun problème. Et c'est dans cet endroit-là qu'elle va rester pendant 8 ans, jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à ce que sa sœur aînée, qui elle était majeure, vienne la chercher en lui disant « ça y est, les enfants, on rentre à la maison ». Le calvaire est fini. Ouais. Fanny Marceau, on fait une pause musicale. Ça ne fera pas de mal. Voilà, si vous voulez bien. Et puis on reprend notre balade. Avec plaisir. En rayon, pèse ses rideaux pour clairer doucet chalet corps. Tous les bons matins, c'est même bagaille là, c'est moi, cachal virez-moi. Des yeux femmes avec soleil là, qu'avlopé ou moi c'est lui, moi peux pas résister encore. Dis-moi, n'a rien à ton cou. Ou pas envie, venir plus près. A don di mi sommeil ou qu'à rapprocher. Mi chez moi, en extase. Moi, les temps arrêtés. En moment tendresse en lumière matin, mais c'est là, moins content, c'est là maman. Toute cabane en qu'à vibrer, toutes oreilles à qu'à danser. L'eau des matins en café moins volé dans le ciel. Doit tout qu'à courir en les communs. Condense les étoiles qu'a fait balai. L'homme qu'a saisi main. Serré moi fait moi sentir moi n'y valait. Tout l'esprit nous qu'a vibré. Toute l'univers qu'a dansé. Lumière matin c'est douce c'est si oh miel. Chez moi c'est à ou fait ça ou les. En bras moi c'est flé à d'envant. Cacabré qu'avance et qu'achille qu'à suivre ou consigne nous t'es en seul mouvement. Toute la peau nous qu'a vibré, toute chambre nous en katsuna. Douce matin c'est vanille c'est sick. Et puis cannelle, on dit fait qui pas qu'à briller fort. En piment qui pas qu'à pitcher fort. En câlin, en carré
son diable qu'a envoûté comme un qui paye, un qui d'accord. Au café, moi, pas de moyens. Au café, moi, pas de souffle, moi. Au café, moi, pas de tête, moi. Tout talent, tout nous flou, depuis au camaïa, moi. Matin, nous, on aime un silence. L'amour, nous, on aime un confiance. Moi, les abandonnés comme moi. On déborde, tomber l'état et puis insolence. Supernova dans chez moi. Apocalypse en l'esprit, moi. Toute la vie, moi, qu'a défilé. Compte fêté, accéléré, devant ses mains. Moi, passe à respirer encore. Tellement vivant, on s'est dit, moi, mort. En bas de l'eau cachée chez Roseau. Même si on passait un chez moi, les bat encore. Non, moi, les sorties, dit comme moi. Les essayer, entrer en tard. Plie-moi, qu'à serrer, ou plie-moi, les sentis, la peau qu'a glissé en l'état main. Ou cabama tellement fausse. Cabama tellement plus fausse. Café, ma vinifei, flé, lait, et puis soleil. Moi, les joies ouverts et pire. Moi, les chemins levés et pire. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil et je suis toujours en compagnie de Fanny Marceau pour Moi, Génie, pupille de la Nation, un livre qu'elle a, on va dire, écrit pour sa maman. Hein, j'ai tout bon. J'ai tout bon. On vient d'écouter un titre musical. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Fanny? Ah, c'est Lévé et Pio. C'est une chanson que j'ai écrite avec Jimmy Felvia qui l'a composée, qui est un pianiste martiniquais que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail et qui est un ami maintenant. C'est une chanson qui parle du réveil en amoureux, que j'ai écrite pour mon amoureux. Ça va de soi. En même temps, c'est logique. Et qui raconte véritablement tout ce qu'on peut ressentir quand on se réveille auprès de la personne qu'on aime. C'est le deuxième titre que j'ai sorti ces derniers mois. Je dis ces derniers mois parce qu'en 2020, j'avais déjà une première chanson. Et donc, mon deuxième titre avec Jimmy Felvia, qui est une collaboration que j'apprécie beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de faire encore plein d'autres choses ensemble parce que c'est vraiment un plaisir. Je trouve qu'on a réussi à trouver quelque chose dans la sonorité qui nous plaît à tous les deux. Et puis, on a fait un super clip aussi que vous pouvez regarder sur YouTube. C'est mon amoureux qui l'a réalisé. Ce qui a d'autant plus de sens pour moi. Vous travaillez en famille, j'ai l'impression. Oui, mais parce que je pense que quand on sait s'entourer des bonnes personnes, on peut créer des bonnes choses et on a des bonnes ondes mais vous avez bien raison. Transmettre. Oui. Donc, j'ai surtout la chance, c'est moi qui ai de la chance d'avoir une famille qui me suit dans tous mes délires, dans toutes mes envies. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut rien s'interdire. Bien sûr. Et donc, j'ai la chance d'avoir des proches qui considèrent que j'ai raison de ne rien vouloir m'interdire, qui parfois me calment un peu dans mes ardeurs en me disant « Attends, tu peux pas tout faire, d'accord ? Tu prends des cours de couture, tu prends des cours de japonais, tu fais de la musique, tu fais de la littérature, tu fais du journalisme. À un moment, pousse, tu peux pas tout faire en même temps. » Et ils rajoutent bien « en même temps » parce qu'ils ont bien conscience que je vais tout faire, mais juste pas en même temps. Il y a des choses que vous n'osez pas faire aujourd'hui, Fanny ? Non. En fait... quand je fais quelque chose, je pars du principe que je suis novice en la matière, que je ne sais pas forcément faire. Et je suis très humble dans ce que j'entreprends. J'ai bien conscience, je suis pleine de doutes comme tout le monde. C'est un bon départ. Je suis pétrie d'inquiétude en me disant j'y vais, mais il y a de grandes chances que je me plante. Mais j'y vais quand même. Et du coup, forcément, je vais peut-être pas tout bien faire, mais j'essaye. Mon père m'a toujours dit dans la vie, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Le remords doit s'être planté plutôt que le regret de ne pas avoir essayé. Alors j'essaye. Voilà. Et vous avez bien raison. C'est un bel exemple. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en écrivant ce livre, Fanny ? Écrire d'ailleurs ou relire ? Relire. Oui. Écrire, c'est prendre une forme de distance. Donc j'écris, mais je suis dans une position d'auteur, quand bien même j'écris mon histoire et celle de ma mère. Donc forcément, il y a un lien d'attachement. Mais je prends une forme de distance, j'interprète les émotions, je me projette, j'imagine, je suis un peu elle, un peu moi, tour à tour. Et c'est plus un jeu de rôle à ce moment-là dans l'écriture. C'est quand je relis, je suis juste sa fille. Et alors oui, je relis avec un regard un peu critique parce qu'il faut que je puisse corriger et percuter ce qui va pas. Mais je relis et je suis dans une position de lectrice. Et je suis juste une lectrice qui relit l'histoire de sa maman. Et il y a eu des moments qui glissaient tout seuls parce que je les ai lus tellement de fois qu'au bout d'un moment... Et il y a des chapitres, à chaque fois que je les relis, je bloque. Ouais. J'arrive au début du chapitre, je sais qui va être difficile à encaisser. C'est lequel ? Le chapitre 7. Ouais. C'est le plus dur. Quand j'arrive aux portes du chapitre 7... je sais
que je vais devoir au bout d'un moment m'arrêter au milieu du chapitre pour reprendre mon souffle parce que je le lis en apnée, parce que je suis pas bien, parce que j'ai du mal à... Jusqu'à maintenant, hein, ça fait 37 ans que je connais cette histoire, bon, peut-être un peu moins parce qu'elle me l'a pas racontée toute petite, mais ça fait une trentaine d'années que je connais cette histoire. Ça fait 60 ans que ma mère vit avec, et pourtant, y a encore une partie de moi qui a du mal à la digérer et à se rendre compte que c'est vraiment arrivé. On en sort indemne de cette histoire. Est-ce qu'elle en est sortie indemne ? Et vous également de cette écriture ? Est-ce qu'elle en est sortie indemne ? Moi, je crois pas. Mais elle a réussi à transformer sa souffrance en force. Ouais. Et c'est une capacité fabuleuse. Moi, ça me donne beaucoup de courage. Je ne peux pas manquer de courage quand on a une mère comme ça, on ne peut pas manquer de courage. Je n'ai pas le droit de baisser les bras parce qu'elle ne l'a pas fait alors qu'elle était dans une situation extrême. Donc ça me donne du courage, c'est très inspirant, je trouve, mine de rien, de passer par des épreuves aussi douloureuses et d'en réchapper. Et puis pour moi, j'en sors grandi de l'écriture de cet ouvrage. D'abord parce que j'écris un ouvrage, alors c'est quand même quelque chose d'important en termes de travail. On progresse forcément dans ses capacités d'écriture. Et puis j'en sors grandi parce que j'ai réussi à raconter ses émotions. Et j'en sors grandi surtout parce que j'ai réussi à faire quelque chose qui la soigne, qui la soulage. Et j'ai déposé son fardeau pour elle et ça n'a pas de prix. Elle a bien évidemment lu votre livre à toutes les deux. Plus d'une fois, oui. Et elle dit quoi, votre maman, de ce livre, Fanny ? Ma mère, elle dit que je l'ai sauvée. Ouais. Elle dit que c'était une thérapie. Et elle dit qu'elle voulait qu'on lui rende justice, et c'est fait. Et que ce livre lui rende justice, qu'elle soit fière de cet ouvrage et de ce que j'ai fait pour elle, c'est ma plus belle victoire. On fait quoi quand on écrit une histoire pareille ? Ensuite, on a envie de silence, on a envie de quoi ? Après avoir écrit l'histoire, Ouais. je l'ai déposée. C'est-à-dire que je l'ai pas relue tout de suite, j'ai mis le temps. Ouais. En plus, j'ai été forcée quelque part de la relire plusieurs fois parce qu'il y avait plusieurs cycles de correction avec mon éditeur. Donc, mon éditrice Florence a fait un travail formidable et il a fallu que moi aussi je sois à la hauteur du travail qu'elle mettait dans ce livre. Donc, j'ai répondu à chaque fois présente, mais c'est vrai que j'avais plus envie de le relire. Je l'ai fait, c'est Ouais. bon, passons à autre chose. Et puis, quand vous travaillez aussi longtemps sur un ouvrage, vous avez plein d'autres idées qui vous fourmillent dans la tête, mais vous essayez de vous concentrer sur ce que vous faites. Donc maintenant que je suis un peu libérée de cette promesse, maintenant que c'est fait, check, je peux passer à autre chose et envisager d'autres histoires, envisager d'écrire d'autres choses parce que j'en ai un paquet dans la tête. Lorsqu'on apprend toutes ces histoires par sa maman, lorsqu'on les couche sur du papier, est-ce qu'on a envie d'aller au combat ensuite pour tous les autres gamins qui n'ont pas eu la chance ? Ce livre, c'est un peu un MeToo. Ouais. C'est un peu un MeToo, c'est-à-dire c'est un témoignage qui peut servir pour les autres, qui peut inciter les autres à libérer leurs paroles aussi, à raconter les sévices qu'ils ont subis, les épreuves qu'ils ont traversées, et même au-delà des enfants placés, tout enfant qui a pu subir des violences chez lui, toute personne qui a pu vivre des traumatismes dont elle n'a jamais parlé, dont elle n'a pas su se remettre, parler, ça libère. Et c'est un peu ça aussi le message de mon ouvrage. Après, je ne sais pas si je serai une militante pour la cause. Hein. Moi, j'ai envie simplement de pousser ce sujet dans l'actualité, de faire en sorte que quelqu'un s'en empare. Je crois que maman, en témoignant et en osant se mettre à nu, comme elle le fait avec ce livre, prend déjà sa part, participe déjà au débat. Et puis ensuite, si ça peut pousser certains à parler, tant mieux. Moi, je mène d'autres combats par ailleurs, parce que je suis engagée auprès de l'association Amazon qui accompagne les femmes atteintes de cancer du sein, pas que, mais du cancer au féminin, dans les territoires d'outre-mer et à Paris. Donc, je pense pas être capable d'être sur tous les fronts,
Mais si je peux apporter une petite pierre à cet édifice qui est important, il y a 400 000 enfants qui sont concernés, qui sont bénéficiaires qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en France. Ces enfants-là, ils ont en moyenne 20 ans d'espérance de vie en moins. Parce que ce sont des enfants qui sont déjà abîmés par la vie et dont on devrait tous prendre soin. Donc j'ai fait ma petite part. Si on mettait tous un petit peu de cœur à l'ouvrage et que chacun faisait une petite part, en vérité, je pense que la vie de ces enfants-là serait bien plus heureuse. Fanny Marceau, votre maman, vous la découvrez aujourd'hui. Est-ce qu'elle est différente après ce livre? Est-ce qu'elle est plus apaisée? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Il y a des petites choses qui ont changé. Déjà, les choses qui changent, je les ai vues au fur et à mesure des chapitres. J'avais l'impression qu'à chaque histoire que je lui envoyais, chaque chapitre est une anecdote en vérité un petit peu. Et donc à chaque chapitre que je lui envoyais, j'avais l'impression qu'elle déposait un petit peu cette anecdote-là. Ça y est, c'est plus à moi. Je suis libérée de ça. Et il y a une chose, moi, qui me marque énormément dans son parcours aujourd'hui, c'est que non seulement elle ose parler, on a fait pas mal d'interviews toutes les deux, elle ose parler, déjà c'est énorme. Et surtout, ça paraît tout bête, mais quand j'étais adolescente, ma mère refusait d'aller à Rivière-Pilote. C'est là qu'elle vivait en famille d'accueil. Elle refusait de m'emmener à Rivière-Pilote, c'est-à-dire que j'avais plein de copains d'école qui habitaient à Rivière-Pilote. Mes meilleurs amis vivaient à Rivière-Pilote et je pouvais pas aller les voir comme je voulais parce que chaque fois, elle n'était pas contente d'y aller. Tu me contrains à y aller, ça m'énerve et je ne comprenais pas, moi, à l'époque, pourquoi elle avait autant de mal à aller dans c'est bon, la maison n'existe même plus, on peut y aller. Et non. Et c'était vraiment une épreuve pour elle parce que ça faisait remonter des douleurs que je n'étais pas en capacité de comprendre à l'époque. On est très égoïste quand on est adolescent. Bien sûr. Et aujourd'hui, elle me l'a dit d'ailleurs à la sortie du livre, elle va à Rivière-Pilote. Elle est allée l'autre jour au marché. Ça paraît tout bête. Il y a une scène d'ailleurs qui se passe au marché dans le livre. Elle est allée au marché de Rivière-Pilote. Elle a discuté avec des marchandes, elle a acheté des fruits et légumes. Un marché lambda, un marché comme un autre, qu'elle a trouvé charmant par ailleurs, qu'elle arrive à trouver cette ville charmante, qu'elle arrive à s'y rendre comme n'importe qui, c'est aussi ma victoire. C'est de me dire, waouh, j'ai transformé quelque chose. Et ça n'a vraiment pas de prix. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, le courage, c'est un mot qui lui colle à la peau. Ouais, vraiment, chaque fois que je la regarde, je vois cette femme qui est à la fois une éruption solaire. Elle est d'un dynamisme extraordinaire. Elle est courageuse. On dit tous que nos mamans sont des mères courage. Et j'arrive à lire une poésie en elle. Une poésie de celle que la vie a tenté de malmener et qui s'en est sortie quand même. De cette fleur qui s'est retrouvée balayée par la tempête et qui, malgré tout, une fois que l'orage est passé, est toujours là. Elle a perdu peut-être un pétale au passage, mais elle est toujours là. Et je trouve ça fabuleux. Moi, C'est un exemple pour vous? Ah, mais bien sûr. Oui. Bien sûr, elle me transporte, cette femme, parce que elle a en elle une rage de vivre, une rage d'aimer. Comment vous arrivez à aimer quand personne vous a jamais aimé? Il faut l'inventer, l'amour. Normalement, l'amour, on le donne parce qu'on l'a reçu, ça se transmet. Elle l'a pas reçu, et elle a réussi à créer quelque chose, et à le donner à ses enfants, à le donner à son mari, à le donner à tous les gens qui l'entourent. Ma mère est d'une générosité absolue, et je trouve cette femme extrêmement inspirante. Si j'arrive à être la moitié d'elle, alors j'aurai gagné ma vie. Fanny, j'aimerais pouvoir échanger avec vous par rapport à des versions qui n'ont pas été les mêmes. Alors vous dites dans votre livre, son frère et sa sœur ont beau avoir vécu au même endroit, ils n'ont pas gardé la même photographie de cette période. Ça parle déjà de vérité. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Je crois que on a tous une vérité différente. Quand cette émission qu'on est en train de faire en ce moment, nos auditeurs l'écoutent et en vérité, on n'aura pas tous le même souvenir. C'est-à-dire que déjà, on ne sera pas marqué par les mêmes paroles, on ne retiendra pas les mêmes extraits. Et vous et moi qui sommes en studio et ceux qui sont en train de faire autre chose se souviendront qu'au moment où ils écoutaient cette émission, ils étaient dans leur voiture. Et nous, on se souviendra qu'au moment où on parlait de tel sujet, vous aviez le livre dans la main. Et moi, je me souviendrai qu'à ce moment-là, je regardais ma bouteille d'eau. Enfin,
il y a mille et une vérités, Ouais. parce qu'on peut bien vivre la même chose, mais on n'a pas les mêmes points de vue. On ne parle pas du même endroit. Et donc, mon oncle, ma tante, ma mère, ils avaient beau être tous les trois dans la même maison, ils n'avaient pas les mêmes points de vue. Donc, forcément, ils n'ont pas les mêmes souvenirs. Qui plus est, ils n'avaient pas le même âge, donc pas la même capacité à traiter les souvenirs et à les enregistrer. Et donc, ça fait forcément des réalités différentes. Et puis, il y a surtout le fait que quand on se souvient de quelque chose de lointain et de traumatisant, on arrange ces souvenirs pour les rendre plus faciles à garder. Quand vous avez quelque chose de vraiment douloureux en mémoire, vous mettez un petit peu de peinture dessus pour que ce soit moins vilain, un petit peu de paillettes pour le rendre plus supportable. Pour rendre le quotidien supportable, pour survivre au quotidien, pour survivre à ses propres souvenirs, parfois il faut les arranger un petit peu. Et C'est aussi ça, l'instinct de survie. c'est ça. Vous avez un nouveau projet d'écriture aujourd'hui. Est-ce Oui. que vous y pensez déjà? Je travaille déjà sur autre chose Ouais. qui n'a absolument rien à voir avec ce que je suis, avec ce livre que je viens de publier. Ouais. Donc ce sera pour moi un autre défi, parce que là, le défi, il était à la fois littéraire, je mets à l'épreuve mes propres capacités littéraires, je tente quelque chose que je n'ai jamais fait avant. J'avais publié une nouvelle dans un recueil de nouvelles avec plein d'autres auteurs, donc je pouvais passer un peu inaperçu. Là, je me cache un peu derrière maman, parce que c'est elle aussi, elle la star, si vous voulez, l'héroïne de l'ouvrage. Donc elle est avec moi un peu partout. Mais c'est vrai que la prochaine fois, je serai toute seule. Et donc c'est un autre exercice, c'est mesurer mon imagination et voir si elle arrive à convaincre d'autres personnes. C'est voir si moi-même j'arrive à sortir des choses de ma tête et à les rendre aussi claires et intelligibles qu'elles le sont dans ma tête, parce que des fois vous entendez une musique mais vous ne savez pas, vous n'avez pas les codes nécessaires pour pouvoir la faire entendre aux autres. Donc c'est voir si j'arrive à frapper juste. Et c'est un autre challenge pour moi, parce que ça va aller chercher encore plus profond à l'intérieur de moi et non plus dans une histoire qui existe déjà. J'invente quelque chose. On verra si ça marche. Vous dites d'ailleurs à la fin, et c'est vrai que ce recueil même, enfin je dis recueil, mais c'est vrai qu'il est aussi une belle déclaration d'amour d'une fille à sa maman. Ouais. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir, parce qu'on n'est pas du tout dans le pathos, bien au contraire. Hein, c'est vraiment, en tout cas ce livre, après l'avoir refermé, il m'a donné envie de continuer à faire les choses auxquelles je croyais. Je crois que c'est important. Vous dites vous-même, Fanny, la vie est belle si on la regarde avec le cœur. Et après, faut-il bien évidemment accepter de la regarder. Oui, c'est un défi quotidien, exister. Je dis souvent que la vie est une surprise, mais c'est pas forcément une bonne surprise. Charge à nous de faire en sorte d'éliminer ce qui est difficile, ce qui nous pose problème, et de prendre des chemins lumineux. C'est pas toujours évident. Des fois, on a l'impression de ne pas avoir le choix. Ouais. Le choix, on l'a toujours, mais il n'est pas toujours évident. Il n'est pas toujours évident de prendre des décisions difficiles, et il n'est pas toujours évident de trouver la bonne sortie. Mais ce livre, c'est un livre de résilience. C'est un livre qui montre qu'il y a toujours de l'espoir, toujours de la lumière au bout du tunnel. C'est drôle parce que quand on a choisi la couverture de l'ouvrage, par exemple, moi, j'étais concentrée sur l'histoire difficile de ma maman, et donc elle, comme moi d'ailleurs, et même ma sœur, on imaginait une couverture plutôt sombre, plutôt sépia, plutôt noir et blanc, avec une photo de l'époque de ma mère quand elle était enfant. Et en fait, on s'est rendu compte, quand mon éditeur m'a proposé cette couverture qui est lumineuse, en rose, au début on comprenait joyeuse. Pas. Oui, au début on comprenait pas. Elle me dit, mais c'est de la résilience. Ce bouquin, c'est de l'espoir. Et j'avais pas compris au début. Il avait pas fallu un temps d'adaptation. Et maintenant, quand je la vois comme une évidence. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à la fin, quand je relis encore aujourd'hui ce livre, je me rends bien compte que c'est l'amour et la résilience, le courage, c'est vraiment des mots d'espoir. C'est ce que je voudrais que les autres enfants concernés entendent. C'est ce que je voudrais que toute personne entende, parce que c'est pas réservé aux personnes qui sont passées par le même parcours. La transmission, ce qu'on transmet à ses enfants, ça vaut pour tout parent, pour toute personne qui a reçu un héritage. Les secrets de famille, ça vaut pour tout le monde. Ce qu'on dit pas, ce qu'on n'ose pas sortir de son cœur. Tout ça, c'est universel.
Fanny Marceau, moi Jenny, puis alors Jenny bien évidemment c'est votre maman, Oui. hein, on l'a pas dit mais on n'avait pas donné son prénom. Moi Jenny, pupille de la Nation aux éditions Fayard, merci infiniment. Merci à vous. Fanny Marceau pour cette jolie bouffée d'oxygène, même si le sujet est lourd, on en ressort avec beaucoup d'optimisme. Merci infiniment à vous et puis écoutez, belle continuité. Merci parce que beaucoup. vous avez plein de projets. Merci, c'est gentil à vous. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre, et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Radio Soleil, toutes les voix comptent.